Pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler de l'accident de 3 Mile Island qui a eu lieu aux États-Unis en 1979. Alors d'abord, pour bien comprendre de façon un peu simplifiée ce qui a bien pu se passer pour conduire à un tel résultat, à savoir la fusion du cœur, je laisse la parole à un historien de la NRC, c'est l'équivalent américain de notre ASN en France. The accident started around 4 o'clock in the morning, when pump failures and improperly closed valves prevented the steam generators from removing heat produced by the chain reaction in the nuclear reactor. Removing this heat is essential to prevent reactor damage, and cooling water is pumped through the reactor and the steam generators to do so. When the cooling water stopped flowing to the steam generators, the reactor automatically shut down, just as it was designed to do in such a situation. Unfortunately, relief valves that help lower pressure in the reactor didn't close properly. Pressure continued to drop, and cooling water escaped from the reactor. Instruments that should have helped the reactor operators understand the situation provided confusing information, including false indications that the relief valves were closed. As a result, the operators did not understand why pressure was falling, and some of their subsequent actions made matters worse when they mistakenly turned off the reactor coolant pumps. Oui, vous avez bien compris ce qu'a dit le monsieur. Les opérateurs comprennent tellement mal ce qui se passe qu'ils coupent les pompes primaires. Le secondaire aussi fait des siennes, mais à ce niveau-là, c'est presque du détail. Bien, il est important ici de revenir un peu sur cette histoire de vanne ouverte. Le problème avec cette vanne, c'est qu'il y a une différence entre son état physique, elle reste ouverte, elle reste coincée, et l'affichage de la consigne passée, qui était de la refermer. Donc les opérateurs voient la consigne vanne refermée allumée, alors que physiquement, elle est ouverte. Et c'est ça qui va déclencher un peu toute la suite. En effet, les opérateurs se rendent compte que le pressuriseur, avec la vanne ouverte ici, se remplit de liquide. Le niveau de liquide monte dans le pressuriseur. Alors la réponse qu'on apporte classiquement dans ce cas-là, elle dépend notamment de l'état de cette vanne. Si la vanne est ouverte, comme c'est le cas lors de l'accident, ça signifie tout simplement que le circuit primaire se vide par le pressuriseur vers l'extérieur. C'est ça qui fait monter le niveau de liquide. Maintenant, si la vanne est fermée, ça signifie tout simplement qu'on alimente trop en eau le primaire et qu'on est en train de perdre la bulle de vapeur que tout bon opérateur doit préserver de façon à garantir la souplesse au niveau du pressuriseur pour l'ajustement de la pression du primaire. Et les opérateurs pensent que la vanne est fermée et voient le niveau d'eau monter. Donc, on conclut logiquement qu'il y a trop d'eau au primaire. Et c'est pour ça qu'ils vont, au final, couper les pompes primaires. When they mistakenly turned off the reactor coolant pumps. The fuel began to overheat. Eventually, the nuclear fuel in the reactor overheated so much the zirconium cladding, long metal tubes that hold the nuclear fuel pellets, disintegrated and reacted with the steam to create hydrogen gas. The fuel pellets inside tumbled out and began to melt at over 5,000 degrees Fahrenheit. It was later determined that about half the uranium pellets melted during the early stages of the accident. Eh oui, le bilan de cet accident, c'est que presque la moitié du cœur a fondu. Alors, la cuve reste étanche, donc il n'y a pas de rejet à l'extérieur, en tout cas pas de rejet significatif à l'extérieur, mais la moitié du cœur a fondu. C'est le pire des accidents, un core melting accident, qui rend le cœur complètement irrécupérable. On retrouve un peu ce double constat dans le JT français du lendemain, à savoir la faiblesse des rejets, mais une grosse remise en question du nucléaire, en tout cas de la technologie REP, à l'instant T.
À l'heure actuelle, de la vapeur légèrement radioactive continue de s'échapper de l'un des puisards de la centrale, mais les derniers prélèvements dans l'atmosphère ne sont pas alarmistes. La radioactivité y serait 10 fois plus faible que lors d'un examen radiographique. Néanmoins, toutes les mesures de sécurité ont été prises afin de déceler la moindre anomalie. Ce soir, les centrales nucléaires de ce type, à refroidissement à eau sous pression, sont en accusation. 332 médecins américains demandent l'arrêt de leur construction et la fermeture de celles déjà construites. Depuis 1975, l'industrie nucléaire mondiale a été à l'origine de 10 incidents. Celui d'hier est le premier du genre. Peu après l'accident, Alvin Weinberg, l'un des pères fondateurs du nucléaire américain, publie un article intitulé Can We Fix Nuclear Energy, dans lequel il soulève avec beaucoup de lucidité plusieurs points très intéressants dont j'en retiens au moins 3. D'abord qu'un cœur de 1 gigawatt électrique, c'est la concentration d'environ 15 milliards de curies en termes de radioactivité. C'est l'équivalent de la radioactivité naturelle contenue dans tous les océans du globe. Où les mains? Mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Je mesure la radioactivité. Je suis pas radioactif, moi. Bah si, tout le monde est radioactif. Si tu veux voir de la radioactivité, il y a mieux, hein. Je t'emmène dans une centrale nucléaire. Ensuite, et surtout, qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'énergie de fission, c'est une énergie qui fait que lorsqu'on l'éteint, off, elle reste allumée. Ça s'appelle la puissance résiduelle, à hauteur de 7% de la puissance nominale juste après arrêt. Ces 7% d'où ils viennent, c'est les 14 MeV dans le bilan d'une fission de 200 MeV qui sont issus des désintégrations β- et de leur désexcitation gamma. Donc on éteint, mais ça continue à chauffer. Et il est important dans ce cas-là de ne pas perdre le refroidissement. Alors vous me direz pourquoi mettre en place tant de sécurité si c'est pas dangereux? Eh ben je vais être super honnête avec vous, c'est tout simplement parce que des sites nucléaires, c'est un peu dangereux quand même. Troisième point essentiel évoqué par Weinberg dans son article, c'est la probabilité d'un tel accident qu'il estime à environ 10-3 à 10-4 par an et par cœur. Sachant qu'à l'époque, il y a à peu près une centaine de cœurs de ce type de réacteur, grosso modo, ça nous donne une probabilité totale de l'ordre de, je donne la limite supérieure, une chance sur 10 d'avoir un accident par an. Il est normal qu'au bout de 1 à 2 décennies après le début de cette technologie, l'accident se soit manifesté. Notez que, du coup, il y a eu une énorme pression, une remise en cause et une énorme pression pour améliorer le niveau de sûreté de ces réacteurs. Et oui, c'est normal, on comprend bien suite à cet accident. Et effectivement, de 10-3 à 10-4, le niveau a été petit à petit ramené à 10-5, voire 10-6 aujourd'hui avec le PR. Et les premières modifications apportées en tirant les leçons de cet accident, elles vont évidemment se concentrer sur les problèmes d'interface homme-machine, d'ergonomie, et notamment recourir à la redondance, justement pour éviter de reproduire ce genre d'erreur. Vous savez, l'histoire de la vanne qui physiquement est ouverte, mais est consignée, fermée. En 1979, le niveau de sûreté des REP est donc loin d'être optimal. Les spécialistes s'en doutent un petit peu, même si c'est difficile à évaluer, et un bon indice qui le prouve, ça, c'est un film sorti la même année que l'accident de 3 Mile Island et qui s'appelle Le syndrome chinois. Ce syndrome chinois, c'est un peu la peur infondée d'un effet complètement exagéré qui voudrait que, après sa fusion, le cœur traverse la croûte terrestre et toute la planète jusqu'à atteindre la Chine. Les personnages principaux de ce film, Le syndrome chinois, ce sont 2 journalistes qui sont les témoins au moment d'un reportage de routine sur une centrale nucléaire, d'un incident qui est à 2 doigts de se transformer en véritable accident. Richard Adams, a cameraman who never learned how to play by the rules. Wait till you get that other room, get that radiation all over that cute little body. Jack Goodell, an engineer who knows too much to tell the truth. Un autre personnage important, c'est celui de l'ingénieur en chef qui est en désaccord avec sa hiérarchie sur le niveau de sûreté de la centrale. Souvent dans les films, le technicien, c'est celui qui a le mug. Jack Lemmon. There was a vibration. Michael Douglas,
don't know that accident is the right word. Accident is the right word. The China Syndrome. Lors de l'incident au début du film, cet ingénieur est présent et il se donne beaucoup de mal avec son équipe pour en venir à bout, pour éviter qu'il devienne un véritable accident effroyable. Cette scène est vraiment très intéressante et j'ai deux remarques essentielles à faire à son sujet. Le premier fait remarquable, c'est que cet accident, ce quasi-accident, ressemble énormément à celui de TMI. C'est le même risque encouru, core melting, et le même genre d'initiateur, un problème d'ergonomie qui rend l'interprétation des données hasardeuse. Dans le film, c'est une aiguille bloquée qui semble indiquer un niveau d'eau élevé dans la cuve, alors qu'en fait il est en chute libre. Problème d'ergonomie, d'indication, ça fait beaucoup penser à la vanne de TMI. Bon, vous allez me dire, oui, rien de très étonnant, c'est comme l'article de Weinberg, le film est sorti la même année que TMI, il s'est largement inspiré de ce fait réel. Normal. Ben non, pas du tout. Je vous ai dit qu'il était sorti la même année, c'est vrai, mais avant, 2 semaines avant. Ah, c'est pas le mien celui-là. Alors oui, c'est vrai, c'est un film très hollywoodien, catastrophiste, antinucléaire, mais il a bénéficié du travail d'une équipe de consultants qui ont réussi à identifier l'initiateur le plus plausible d'un accident grave à cette époque. Ils ont tellement bien travaillé que leur hypothèse s'est vérifiée, j'allais dire naturellement, d'elle-même, peu de temps après la sortie du film. Je vous propose de regarder quelques extraits de cette scène de l'incident au début du film. Ça vous permettra de voir un peu à quoi ressemblait une salle de pilotage à l'époque, et puis aussi de mieux comprendre ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Au début de la scène, je plante le décor, les journalistes sont dans la galerie visiteur de la salle de pilotage, il vient d'y avoir un turbine trip, donc un exercice somme toute assez classique, mais un problème se manifeste, c'est qu'il y a trop d'eau dans le primaire, et donc il est décidé d'ouvrir des vannes. Goodell. Jack, Bill Gibson in the District Gallery. Yep. We got some people here from Channel 3. They're shooting a TV news special at the plant. Listen, what the hell's going on down there? It's just a routine turbine trip, Bill. Okay? So just take it easy. There's nothing to worry about. High water level in the reactor. We're still on main auxiliary power. Okay, relax. Everybody relax. Got high water in the core and I'm going to dump it. There's nothing to worry about. It's just a routine turbine trip. Barney, see if you can find out where that goddamn water's coming from. Wherever it's coming from, we gotta get rid of it. Look at this, Ted. Uh-oh. Hey, Barney. Yo. Open 14 and 15. You can't do that, Jack. Open them, Barney. Jack, you can't do it. The book says you can't the do hook. it. We're almost up to the steam lines. Donc tout le monde pense évacuer ce surplus d'eau au primaire. Dans l'extrait qui va suivre, le problème c'est qu'un autre opérateur repère un autre indicateur qui signale un niveau anormalement bas de l'eau dans le primaire. Would everybody please go back to their stations? We'll try to handle the goddamn field. Hey, Jack. What? Look at this water level indicator. Water level's low. This says it's high. That's it. Jesus Christ. Water, Barney, give me some water. God damn it. J'adore ce moment où les deux ingénieurs comprennent en même temps que peut-être une des deux aiguilles est bloquée. Alors, bien sûr, cette hypothèse d'initiateur n'est pas aussi subtile que celui qui s'est vraiment manifesté lors de l'accident, mais reconnaissez tout de même que c'est très très proche. Bon, comme dans tous les bons films, en tout cas pour cet incident du début, il y a une happy end. Voilà. 40 ans plus tard, l'approche de sûreté est essentielle, surtout si la puissance nucléaire installée de par le monde est amenée à se développer. Ça veut dire qu'il faut réduire d'autant la probabilité d'accident grave.
C'est l'un des deux grands chantiers du nucléaire du futur, la sûreté. Le deuxième étant la conversion, c'est-à-dire l'amélioration du rendement énergétique du combustible. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard en cours. À bientôt.